Non-programmation de la loi dite Tchani au niveau de l'Assemblée nationale, blocage au niveau de l'entérinement de nouveaux membres de la CENI, problématique des membres de famille comme suppléants dans les assemblées provinciales et nationales. Le débat au féminin reçoit ce samedi, 13h30, après les infos, Honorable Marielle Mbikaï, politologue au cadre au sein du Parti travailliste, ADF à l'école Le Cartésien. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM. Elle nous a tenus en haleine pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elle a alimenté nos débats, suscité les réactions, déchaîné les passions. Au final, elle est la surprise de ce début de session ordinaire de septembre à la Chambre basse du Parlement. La proposition de loi Tchani n'a pas été programmée dans le calendrier de cette session des travaux au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce la fin du concept de père et de mère? L'Assemblée nationale a-t-elle cédé à la pression de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et joue par la même occasion la carte de l'apaisement? Dans l'entérinement des nouveaux membres de la CENI sera, lui, la priorité des priorités de cette session parlementaire. Mais où en sommes-nous avec la commission paritaire, les PV qui seraient déjà déposés, surtout par une frange des confessions religieuses? 10 milliards, c'est le chiffre de la semaine. C'est également la hauteur du budget de loi de finances 2022 déposé par le gouvernement Sama Lukonde. Alors enfin, le social des Congolais sera-t-il au rendez-vous? Bienvenue dans votre débat du week-end, le débat au féminin. Non seulement nous abordons tous les sujets pour faire taire les clichés, mais ça se passe également entre femmes et ça n'a rien de sexiste. Et cet après-midi, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois, pas seulement dans cette émission, mais sur le plateau de Top Congo FM, Marielle Mbikaï. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour. Vous êtes politologue, mais aussi agent de développement au cadre au sein du Parti travailliste de Steve Mbikaï, le PT. Comment ça se passe au niveau de votre parti? Ça se passe très bien. Au niveau de notre parti, ça se passe très bien. Vous n'aviez pas eu beaucoup de députés, vous comptez en avoir plusieurs Oui, en fait, vous n'avez eu qu'un seul, si je me trompe. Non, mais pas du tout. D'accord. Nous avons eu 5 députés. Ah, c'est pas si bien mal. Bien sûr, 1% de l'Assemblée nationale, pratiquement. Donc, ce n'est pas un seul député, on a 5 députés. 5. Ouais, et vous comptez en avoir combien d'ici là? C'est quoi l'objectif? En tout cas, la majorité possible. On compte avoir la majorité à l'Assemblée. On compte avoir la majorité à l'Assemblée prochainement. Je pense que nous sommes en train de nous battre pour ça. C'est pas pour rien que notre président a mis en place les fonds patriotiques. Ah, je voulais parler de ça. Je dis, vous avez le PT, mais pourquoi vous mettrez en place Non, mais c'est le regroupement. C'est un regroupement. C'est un regroupement. Donc, il voulait que tous ceux-là qui soutiennent les présidents, qui vont soutenir le président actuel, puissent venir se joindre à nous. Et puis, on part ensemble, bien sûr. C'était pas quand même une option, une initiative un peu opportuniste? Oui, à son temps, on nous avait traité de tout ça et je crois que vous avez suivi les médias. On nous avait traité des opportunistes, on nous avait traité des flatteurs, mais on est très contents. On est très contents qu'aujourd'hui, qu'on nous emboîte les pas. Et nous savons que notre président, les camarades Steve Mbikaï, a toujours été clairvoyant et c'est quelqu'un qui, à son temps, quand il fallait aller au dialogue entre Congolais, on l'avait traité de flatteur, de la personne ne comprend pas ce qu'il veut et il n'y aura pas de dialogue. Mais après, tout le monde était venu au dialogue, madame. Donc, nous devons avoir des hommes comme ça qui pensent en avance. C'est ça. Steve Mbikaï est un avant-gardiste, vous venez de le dire. Ouais. Il a vu aussi loin quand même, j'allais dire pas la défaite, mais cette désintégration du FCC. Il a quitté le navire bien plus tôt. C'est ça, ou c'est aussi la transhumance politique. Au nom du dynamisme politique, on voit que ça y est, ici, ça va pas. On rebondit ailleurs, juste pour être au pouvoir. Mais présentement, il n'est pas au pouvoir du tout. Il est à l'Assemblée. Il n'est pas au pouvoir. Il est dans la majorité. Mais il est dans la majorité. C'est une personne qui
quand on ne l'écoute pas, parce que c'est quelqu'un qui aime contribuer au fonctionnement du groupe. Quand il est dans un groupe, il se bat pour contribuer à ce que le groupe aille de l'avant. Il donne ses idées. Alors, et à ce moment-là, il s'est fait que le FCC ne l'a pas écouté. Il a échangé avec tout le monde. Cette histoire, on en a déjà assez parlé. Je crois que je n'aimerais plus revenir sur ça. Mais il a parlé au moins avec tout le monde, avec l'autorité morale, avec tous ceux qui étaient là pour leur faire voir qu'on devait faire ça, ça, ça. Il n'a pas été écouté. Bon, alors, carrément, il ne pouvait pas rester. Tout à l'heure, vous parliez du fait qu'il a été le premier à dire que tous ceux qui devaient soutenir l'actuel président de la République devaient le faire savoir. Là, vous faisiez allusion à la FDC qui disait que c'était pas le moment. Mais... oui, c'est vous qui l'avez cité, mais je crois que c'est pratiquement, notamment à FDC, et qui lui avait traité, bon, il avait même, après, on avait arrangé, il avait demandé pardon, mais ça ne s'efface pas quand même, hein, parce que vous m'avez posé la question. Il avait traité d'opportuniste, de flatteur, de tout, et aujourd'hui, il est venu, il a trouvé que c'était fondé, ce qu'il avait donné comme proposition. Est-ce que le problème, ce n'est pas la structuration au niveau de l'Union sacrée? Il faudrait bien que vous leviez l'option sur le fait qu'il faut avoir une autorité morale au niveau de l'Union sacrée. Avoir une autorité morale. Et par exemple, je crois qu'au Congo, généralement, il suffit que quelque chose apparaisse, un terme puisse apparaître, et c'est tout le monde qui prend ça. Je me dis, structurer l'Union sacrée n'est pas à l'ordre du jour pour les partis travaillistes, moins encore pour le FP23, tout simplement parce que on a trouvé, ça c'est moi maintenant qui dis, je me dis, le président était quand même prudent parce que aujourd'hui il y a plusieurs langages au sein de l'Union sacrée, ce qui n'est pas et ce qui est normal. Mais on s'est dit, si on avait déjà structuré, on avait déjà placé tel ou tel président, l'autre vice-président, on allait un jour se réveiller et comme ça, un groupe de gens se met ensemble et dit, nous, entendu que vu qu'on exclut Félix Tshisekedi de l'Union sacrée, c'est comme ça qu'on est habitué au Congo. Donc moi, je me dis que c'est prudent d'observer. C'est prudent d'observer et de ne pas être trop rapide pour voir qui est avec qui est qui, parce que nous vivons aujourd'hui au sein du gouvernement et les gens qui sont à l'exécutif et qui attaquent l'exécutif. C'est ce qui n'est pas normal, vous voyez. Alors moi je me dis que structurer l'Union sacrée, comme je venais de le dire, n'est pas à l'ordre du jour. On doit d'abord observer. Ça, c'est le point de vue du Parti travailliste. Voilà, observer. En attendant, on va faire cette petite lecture de cette fameuse loi, loi Tchani, qui n'a pas été programmée dans le calendrier de la session. C'est une bonne chose quand même. Ça va apaiser l'esprit des esprits, notamment au sein de l'Union sacrée. Apaiser des esprits. Bon, je sais que Noël Tchani, c'est un Congolais. Il est libre de faire ce qu'il peut pour l'avancement de son pays. Alors, pourquoi on n'a pas programmé? Peut-être que on est en train de traiter ça. On ne sait jamais. On est en train d'étudier ça pour voir quand est-ce qu'on va programmer. Parce que pourquoi n'est pas programmé? Normalement, quand on ne programme pas parce qu'un groupe d'individus s'oppose, ça c'est réduire le Parlement. C'est vraiment réduire le Parlement. Le Parlement est libre. L'Assemblée nationale est libre de traiter. Et c'est au sein de l'Assemblée qu'on peut rejeter ou pas. On ne peut pas comme ça, et je ne pense pas que le bureau actuel soit aussi peureux que n'est pas programmé une proposition de loi. Non, ce n'est pas encore une loi, c'est juste une proposition de loi.
Et c'est dans le droit de Noël Tchani, dans le droit de honorable Ntingui de faire son travail. De faire son travail, mais est-ce qu'on peut pas dire que c'est quand même une victoire pour les pro-Katumbi, en d'autres termes, la pression d'ensemble pour la République a payé, parce que, souvenez-vous de la dernière interview de Moïse Katumbi, il avait carrément dit, si cette loi passe ou un programme, ça, je quitte l'Union sacrée. Ah bon, en tout cas, je suis pas là pour parler au nom de Moïse Katumbi. Il est libre de menacer ou de ne pas menacer. Mais je crois que quand on est ensemble, que ce soit dans une famille, chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de donner son point de vue. Là, c'était le point de vue de Moïse Katumbi, c'était sa position. Mais je ne pense pas qu'à son rang, qu'il puisse réduire l'Assemblée nationale à sa personne. Ça révolte. Lui ne peut pas réduire l'Assemblée nationale à sa personne, ou à la personne, ou au regroupement ensemble. Non. L'Assemblée nationale, c'est la République démocratique du Congo, c'est la population, c'est le peuple congolais qui s'est réuni pour envoyer les députés à l'Assemblée. Personne n'a le pouvoir de les menacer. Personne. Parce qu'ils jouent leur rôle. Alors, je me dis, je ne pense pas que ça soit sur base des menaces d'un individu, d'une personnalité que je respecte beaucoup, et que l'Assemblée nationale, le bureau puisse revoir les choses dans ce sens-là. Non, mais là alors on est vraiment on est perdu. Voilà, on est perdu, on continuera à suivre parce que certains disent que vous venez de le dire d'ailleurs, c'est pas fini. Ça peut toujours revenir à la session de mars, en 2023, on ne sait jamais, donc ouais, rien n'est acquis, mais restons à l'Assemblée nationale pour cette fois-ci parler de la CENI. On s'enlise là par rapport à l'enterrement, il y a rien, on nous disait, le forcing n'a pas marché. Bon, parler du forcing, bon, peut-être que c'est parce que dans le passé, on était trop habitués au forcing. Mais je me dis, pour le Parti travailliste, pour le FP23, je pense qu'on ne doit pas perdre du temps. Parce qu'au Congo, si on veut connaître, on veut aller vers des négociations, au lieu de faire 20 jours, au lieu de faire 2 jours, on fait fois 1000. Et à la fin, on vient s'entendre et le temps est passé. Généralement, je ne sais pas quand est-ce qu'on a eu une consensus pour ça. Nous sommes allés aux élections en 2006 avec Monsieur l'abbé Malo Malo. Même son église a dit que ce n'était pas elle qui l'avait envoyé, sans parler des opposants et autres. Mais nous sommes quand même allés aux élections et ça s'est bien passé. Nous sommes allés aux élections en 2011. Ça s'est bien passé. Oui, mais même aux États-Unis, il y a des conflits. On a proclamé les résultats dans un char de combat. Il y a des conflits. Même aux États-Unis, il y a des conflits. C'est un pays qui, sur le plan démocratique, est très bien organisé, apparemment. Mais on venait de connaître Trump. Ce n'est pas à vous que je peux dire ça. Alors, ça s'est quand même bien passé. Et puis après, nous sommes allés aux élections en 2011 avec Ngoï Mulunda, c'était pareil. Et nous sommes allés encore et encore aux élections après ça en 2018. Donc, le problème est que comme le temps presse pour nous, qu'on puisse entériner Monsieur Kadima et on avance. Pour nous, normalement, pour le Parti travailliste, je sais que son président, le camarade Simbika, a toujours dit ça. Pour le Parti travailliste, pour le FP23, nous trouvons que nous pouvons, après ces élections, remettre les choses, l'organisation des élections, entre les mains des fonctionnaires, comme ce qui se passe ailleurs. On remet ça entre les mains des fonctionnaires parce que je crois que ça va marcher au lieu de chaque fois créer des conflits, chaque fois créer des problèmes. C'est la CENI, celui-là est soupçonné de ceci, mais celui qui va entrer là, il sera soupçonné de quoi? Est-ce que vous pensez
Vous pensez qu'on va nous amener un ange, Gabriel, venant du ciel? Mais que non. Parce que nous pensons que nous tous, nous voulons aller aux élections en 2023. Mais entre-temps, nous sommes en train de traîner les pas et puis le temps passe, Madame Odia. Mais en tout cas, on n'empêche pas, par exemple, le gouvernement de travailler avec l'actuel CENI qui continue son travail jusqu'à l'entérinement. C'est vrai qu'il y a certains points qu'il ne peut pas faire. Mais il peut bien faire certains travaux. Il ne peut pas faire, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire. Le président de l'actuel CENI ne peut pas faire ça. Donc, le problème est que pourquoi l'actuel CENI? Bon, je me dis, souvent, vous les journalistes, vous dites non, c'est moi qui posais des questions. Je pose des questions à ceux qui disent pourquoi l'actuel CENI? Pourquoi pas le nouveau? Nous apprenons, c'est parce que le monsieur là est de la même province, la même langue avec le président de la République. Qui va faire quoi? Toute personne, nous avons comme l'impression que chacun veut placer son homme pour tricher. Ça, c'est ce que nous avons. Ça, c'est l'impression qu'on a. Pourquoi renvoyer celui-ci? Pourquoi ne pas garder celui-là? Nous disons ceci. Nous devons amener, accepter ce que la majorité de l'Église, des représentants de l'Église nous a proposé à l'Assemblée nationale. Mais nous devons mettre en place des mécanismes pour renforcer la transparence. Parce que c'est quand même un peu flou. On aura bien mis quelqu'un, n'importe qui, dans cet état, ça va toujours tourner un peu mal. Mais si nous renforçons les mécanismes sur le plan de la transparence, où on doit faire en sorte que chaque parti, comme théoriquement on l'a dit, mettre ses témoins et qu'on puisse avoir les résultats le même jour, c'est possible, il y a des téléphones. Je pense qu'on aura moins de problèmes, madame. Mais est-ce que vous ne pensez pas, je rappelle aux auditeurs et spectateurs de Top Congo qu'on reçoit Marielle Mbikaï au sein du Parti travailliste de Steve Mbikaï. Est-ce que vous ne pensez pas, en 2018, on nous avait dit, c'est fini, il faut plus qu'on organise des élections sur fond de contestation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va, si ça continue comme ça, on va tout droit vers des contestations? C'est-à-dire, ça va pas terminer. Vous savez, madame, quand moi parce que je suis personnellement une personne qui encadre les femmes et les jeunes filles dans mon église. Quand une jeune fille vient se plaindre chez moi, une femme vient se plaindre chez moi, il me dit, maman a répondu, tu vois, cette maman-là, elle dit ça. J'ai dit, vous n'allez pas empêcher aux personnes mal éduquées de s'exprimer. Je ne dis pas que ces gens-là sont mal éduqués. C'est parce que moi, je suis bien éduquée. Je ne vais pas dire aux autres de traiter les autres de cette façon-là. Vous n'allez pas empêcher aux personnes brutales de s'exprimer. Une personne qui a appelé à revendiquer va toujours revendiquer. Parce que c'est ça son travail. Mais le problème est qu'on verra la réalité en face. On va se dire, mais est-ce qu'il a raison de revendiquer? Est-ce que ces choses telles que ça s'est passé? Parce que on a eu à revendiquer avant les élections 2018. On ne veut pas de la machine à voter. On ne veut pas de la machine à voter. Aujourd'hui, on se réclame être élu par quelle voie, madame? Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Ces histoires-là, ça va toujours arriver. Les revendications vont toujours être là, mais il faut que ça diminue. Il faut pas que ça soit aussi beaucoup plus élevé, quoi, à un pourcentage élevé. Voilà pourquoi certains demandent la dépolitisation de la CENI. C'est quand même une bonne chose que de demander qu'il n'y ait pas immixtion de politique dans cette commission, d'où la marche ou pas qu'il y a eu le 15 septembre dernier, quand même. La politisation de la CENI, c'est vraiment une conception imaginaire. C'est que notre président a appelé, il n'y a pas 1 ou 2 semaines, dans une émission, une utopie. On ne peut pas, c'est un instant. Qui on mettra là? On mettra qui? Je donne juste un exemple.
Avant-hier, hier, ou il y a des années, le président Bahati était dans la société civile. Avant-hier ou hier, le président Mbikaï était dans la société civile. Pour ne citer que les deux là. Et vous les connaissez, ils sont nombreux. Tous ceux qui sont dans la société civile, pour la plupart, aujourd'hui, si on lui tend un poste, combien on dit à refuser? Un poste ministériel. Il peut être une personne consensuelle. Bon, si je lance comme ça. Il a déjà refusé un poste ministériel. On lui tend d'être Premier ministre. Bon, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Je me dis que dire que la CENI doit être apolitique, c'est vraiment une utopie. La CENI ne sera jamais apolitique. Ne tournons pas autour de mots, madame. Moi, je m'adresse aux gens qui tournent autour de mots. Que le temps passe. Vous allez pleurnicher. Nous allons dire non, on a glissé, on est là. Je vois que l'Assemblée est là, je vois que la présidence est là, je vois que la majorité veut organiser les élections en 2023. Arrêtons de tourner tout autour. Pas n'importe quelles élections, quand même, madame. On veut de belles élections. Voilà, pas des frustrations, pas des tensions. Après, il faut mettre tous les garde-fous. Ça ne manquera jamais. Madame, j'ai cité les États-Unis d'Amérique. Après les élections en Amérique, après qu'on ait déclaré Joe Biden vainqueur, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu l'Afrique en Amérique. C'est pourquoi moi j'aimais vraiment Trump. Parce que Trump a facilité les choses. Trump a démontré au monde entier qu'eux aussi sont des hommes comme des Africains. Vous voyez un peu? Parce que quand nous, on revendique, on nous traite de moins que rien, de sous-hommes. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens que moi, j'aime Trump parce qu'il a démontré que là où il y a des hommes, il peut toujours avoir des revendications. Même dans la famille, madame. Vous pouvez être né d'un même père, d'une même mère, mais vous ne mettez pas sur le même point. Mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes plus les frères. Et il n'y aura jamais, loin de moi d'être pessimiste, des élections comme sur les roulettes, madame. Ça ne se passera pas comme ça. Il y aura toujours certaines personnes qui vont revendiquer. Mais ce qui est bon et qu'on doit diminuer ça, il faudrait pas que ça soit plus on avance, plus on améliore. C'est ça le point de vue du Parti travailliste, madame. On dit plus on avance, plus on doit améliorer nos compétences, notre technicité dans l'organisation des élections, mais cela passe par des concessions, par un consensus. Il faut que les gens se parlent. Vous n'aimez pas le dialogue, mais il faut bien qu'on y arrive à un moment ou à un autre. Waouh, le dialogue, c'est une vertu en démocratie, madame. Aimer le dialogue, c'est quoi? C'est seulement le dialogue qui finit par nous devons remettre en cause les institutions démocratiquement élues et nous devons nous partager des postes. Là, ce n'est pas possible pour le moment parce que... à l'époque, ça a bien servi quand même le PT, hein? Oh, mais oui, c'était en dehors de mandat, hein? C'était en dehors de mandat, madame, hein? Ah, mais oui. Ceux qui le demandent aussi sont en dehors de mandat. Non, nous sommes encore en plein mandat, madame. Okay. Nous sommes encore en plein mandat, nous sommes encore en pleine législature. Donc, on ne peut pas dire que nous allons mettre au Conseil de la République et moi, je vais diriger au nom de quoi? Moi, je vais diriger les hauts conseils. J'avais appris une histoire comme ça auprès d'un politicien. Alors qu'il y a des députés élus démocratiquement. Alors qu'il y a un président élu démocratiquement. Mais on voit que les réformes au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'aboutit pas. Il y a un blocage. La preuve, on en a avec l'entérinement qui ne s'est fait toujours pas. Non, vous savez, le bureau, que je sache, je sais pas, je ne fais pas défendre le bureau ici, je suis pas leur porte-parole, madame, mais je crois que le bureau cherche à aller à chercher la paix, comme dit la Bible, chercher la paix avec tous. Le bureau veut démontrer à tout le monde, à la communauté nationale et internationale que il aura raison. Parce que il est en train d'aller petit à petit pour faire voir aux gens
que l'autre camp ne demande pas le consensus. Ce qu'il demande, c'est autre chose. Quoi? Ah, je sais pas. Il n'y a que qui devrait répondre à cette question. Vous venez d'affirmer qu'il demandait autre chose. Peut-être vous avez une idée. Non, je n'ai pas d'idée. Je me dis, il demande autre chose parce que le consensus, ils savent que au Congo, généralement, pour atteindre, pour aboutir aux négociations, à une seule réponse, c'est tout un problème. Ils savent ça. Et le temps passe. Nous sommes déjà presque en 2022. Nous sommes en 2021, vers la fin. On tend vers la fin de 2021. Entre-temps, ils veulent qu'on ait les élections. Entre-temps, ils disent non, vous n'allez pas glisser. Entre-temps, qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Nous leur conseillons d'accepter qu'on puisse entérimer M. Kadima et on avance et on va aux élections 2023, madame. Quand vous entendez, par exemple, le FCC est resté fidèle à Joseph Kabila parce qu'il y en a plusieurs maintenant, ou deux, si on peut dire, un FCC à l'Union Sacrée, l'autre fidèle à Kabila, dire qu'on ne va pas envoyer nos délégués à la CENI si les confessions religieuses n'arrivent pas à trouver un consensus. Nous sommes en démocratie, madame. Vous avancez toujours. Nous sommes en démocratie, je n'ai pas dit qu'on avance, mais de toute façon, la démocratie, c'est la loi de la majorité, madame. Sans toutefois négliger la voix, c'est la voix de la majorité, sans toutefois négliger la voix de la minorité. Mais quand on trouve que la minorité c'est campe sur ses positions, on avance, c'est ça la démocratie. Donc, on ne peut pas vouloir la démocratie et chercher à négocier à nos coutumes, à chef coutumier. Non. La démocratie, c'est aussi ça. Donc, nous sommes en démocratie. Le FCC est libre de dire il n'envoie pas ces gens négocier tant que le représentant des églises, jusqu'à ce que le représentant des églises puisse donner et puisse s'entendre. Bon, on tire les choses en longueur pour rien. Non, on tire les choses en longueur pour rien. Hier, nous étions au FCC. Je sais que on a fait ce qu'on a fait. Mais on a quand même organisé les élections malgré ça. Alors, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas aller de mal en pire, on ne peut pas comparer l'incomparable. Loin de moi l'envie de comparer, mais je me dis quand même que les erreurs d'hier, on ne peut pas les ramener aujourd'hui. Mais entre-temps, on ne doit pas faire abstraction à la démocratie, aux règles de la démocratie. Mais on a l'impression qu'on a tendance à reproduire justement les erreurs d'hier. On utilise les mêmes stratégies utilisées autrefois. Voilà, c'est-à-dire ça risque, comme je disais tout à l'heure, ça risque de devenir interminable, cyclique, recommencer. C'est aussi ça. Ah mais c'est comme quoi, par exemple? Parce que moi, je pense pas que... Bon, je sais que après avoir vécu pendant longtemps avec quelqu'un, de temps en temps, ça arrive qu'on puisse tomber un peu dans sa façon de faire les choses, mais je crois que ce n'est pas, c'est un pourcentage faible. Donc le problème de l'entérinement, pour un peu résumer, dépend maintenant essentiellement de l'Assemblée nationale. Selon nous, selon le Parti travailliste. Et ça dépend de l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale puisse avancer. C'est ça les conseils qu'on lui donne. Que ça puisse avancer. Et vous pensez, si une fois c'est fait, au niveau de l'Assemblée, il y aura un blocage au niveau du président de la République, rappelez-vous, avec Malonda. Oui, on préfère ça. On préfère ça. On préfère que l'Assemblée nationale puisse passer cette étape-là et que ça aille chez le président de la République. Et puis, on conseille aussi au président de ne pas être trop beau plus que Dieu, vous voyez. Vous voyez, je sais que le président, lui, est pour les élections en 2023. À l'entendre parler, il est pour les élections en 2023. Alors, si je sais que c'est aussi un démocrate, il écoute la voix de la majorité. Et surtout qu'il y a un président, il n'avait pas écouté la voix de la majorité, s'agissant de Malonda. À quoi? S'agissant de Malonda, il a refusé de signer parce que les mêmes deux n'avaient pas entériné Malonda, n'avaient pas. Quand je vous disais que les choses se répètent, c'est ça aussi. Oui, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que
il avait refusé, il avait ses raisons, mais je crois que maintenant le temps presse. Il y avait encore beaucoup de temps. Nous n'étions qu'au début. Nous n'étions qu'à la première année, madame. Mais maintenant le temps presse. Ou on ira aux élections en 2023, ou on ne part pas aux élections en 2023. C'est un peu du chantage quand même. Si nous voulons aller aux élections en 2023, respectons la voix de la majorité. C'est ça la démocratie aussi. C'est aussi ça la démocratie. C'est ça. C'est ça, la démocratie. On va voir, en tout cas, le président Bosso l'a dit lors de son discours, ce sera une des priorités et appelle les uns et les autres à mettre un peu d'eau dans leur vin. Et on espère, hein. On espère. Vraiment, on espère. Je sais que tous les leaders du Congo aiment le Congo et je sais qu'il n'y a personne qui veut le mal du Congo. Je crois qu'ils vont finir par s'entendre. Très rapidement, parce qu'on parle de la CENI, la dépolitisation, il y a eu cette marche, on a effleuré la question ici le 15 septembre dernier, le déroulement, répression, ça a fait ressurgir les vieux démons. C'est ça. Oui, les répressions, on ne permet pas ça, on n'accepte pas ça. Vous voyez, on n'accepte pas ça, on condamne. On condamne que ce soit les injures faciles envers l'autorité établie, que ce soit les répressions sur tous les Congolais, sans citer des gens. Sur tous les Congolais. Ça ne doit pas se passer comme cela. Et puis, le problème aussi est que le gouverneur avait demandé, aux gens de la Mouka de ramener ça au 17. Vu que le 15, c'était la rentrée parlementaire, apparemment, ils n'ont pas voulu, mais cela ne peut pas. C'était pas dans les prérogatives non plus de gouverneur. Cela ne peut pas, non, mais ils ont demandé l'autorisation ils ont informé le gouverneur. C'est l'autorité établie. Alors, cela ne peut pas justifier qu'on puisse taper des gens, les malmener, tout ça. Mais non, vous ça comprenez ne peut pas justifier. Et aussi, ça ne peut non plus pas justifier qu'on injurie le chef de l'État. Et les membres du gouvernement et les autorités établies. Non, ça ne se justifie pas. Il y a eu erreur de part et d'autre. Je crois que prochainement, il va falloir qu'on puisse corriger. Et corriger, est-ce qu'on a encore le droit, l'opposition a encore le droit de manifester ici? Parce que quand il s'agit de l'opposition, et là, ce sont des faits, est-ce que l'opposition peut encore manifester à Kinshasa sans toutefois vous couper la parole? Moi, que je sache, la Mouka du président Fayulu sont des résistants, ils ne sont pas de l'opposition, à moins qu'ils aient changé. À moins qu'ils aient changé, madame. Parce que de tout le temps, ils disent qu'ils sont des résistants. Donc, ils ne peuvent pas jouer le rôle de l'opposition. C'est ça aussi. Donc, c'est un rôle qui est réservé désormais au FCC, rester fidèle à Kabi. Par exemple. Je crois qu'à moins qu'ils aient changé. Est-ce qu'ils sont devenus opposants au pouvoir, en place? Parce que jusque-là, on disait qu'ils étaient résistants, ils devaient, et il était président réellement élu, il doit tout faire pour récupérer son poste. Il n'était pas dans l'opposition. C'est du moins ce que moi j'ai suivi jusqu'aux dernières nouvelles. À moins, comme vous êtes des médias, des journalistes, je crois que vous êtes mieux informés pour me dire s'il a déjà changé de position ou pas. Mais est-ce que quelqu'un de la résistance peut manifester encore dans ce pays? Non, mais la manifestation n'est pas interdite. Même celui du pouvoir peut manifester. Même quelqu'un du pouvoir peut manifester. Ce n'est pas interdit. Non, mais vous n'allez quand même pas, je sais qu'on condamne ça et puis ce n'est pas le président de la République, tel qu'on a suivi, qui a donné l'ordre aux policiers de malmener des gens. Mais que non. Vous n'allez quand même pas, je sais que généralement, la nature humaine est faite vous êtes avec, peut-être en couple, vous êtes, au boulot, vous êtes avec un ami, une amie, il t'a fait 10 bien, mais quand il fait un seul bien, vous effacez le tout. Vous n'allez pas effacer. Combien de fois les opposants, entre guillemets, ou les résistants ont manifesté, ils ont été malmenés. Combien de fois? Quand bien même ce n'est pas à conseiller, ce n'est pas à soutenir. Combien de fois ils ont manifesté, ils ont été malmenés? Ils ont toujours été libres, madame. Ils ont toujours été libres.
Que je sache, je suis ici à Kinshasa. Donc, Ce n'est pas vous qui allez me contredire. Bon, je suis en train de réfléchir. Alors, il y a quelques policiers qui sont un peu zélés, qui ont peut-être débordé. Et on condamne, madame. On condamne. C'est ça. Voilà. Donc, la marche de la Mouka, elle avait quand même sa raison d'être. Comme la liberté est donnée à tout le monde de marcher. Donc, quand j'ai passé nuit affamée chez moi à la maison, je peux manifester pour interpeller le gouvernement. Qu'est-ce que vous croyez? Parce que c'est dans mes droits. Vous voyez? Donc, moi, je pense que quelle que soit la raison, chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de marcher pourvu qu'il puisse respecter les lois de la République. Marielle Mbikaï est notre invitée dans le cadre de votre débat du week-end, le débat au féminin, politologue, agent au développement, au cadre au sein du Parti travailliste de Steve Mbikaï. Vous avez parlé de la faim, ça me donne une belle transition pour parler du social des Congolais sur fond de ce budget de 2022 déposé à temps également, il faut qu'on le souligne, à temps par le gouvernement de Warriors, ça n'arrive pas tous les jours quand même, c'est une première, ouais. J'ai appris, je crois que c'est ça, une première qu'on arrive à déposer le budget avant, comme ça, dans le délai constitutionnel. Et d'après le Premier ministre, les priorités, c'est bien entendu la sécurité. On se dit, la sécurité, c'est bien entendu l'état des sièges. Plus de 700 morts en l'espace de 3 mois depuis le début de l'état de siège. On se dit, mais pourquoi continuer de proroger cet état des sièges alors que les morts, ils continuent, en fait. Pourquoi continuer à proroger cet état de siège, madame? C'est pour arriver à une solution satisfaisante, donc c'est-à-dire à une conclusion qu'on avait prévue. Parce que quand on a décrété l'état de siège, quand le président a décrété l'état de siège, ce n'est pas pour que les choses restent les mêmes. Madame, vous avez dit 700 morts. Plus de 700. Plus de 700 morts. Bon, je vous les concède. Je sais que la guerre ici a fait combien de millions? On parle en termes de 6 millions, hein, selon certains, ça varie. Hein. 6 millions, ça fait plus de 20 ans que cette guerre existe. Madame, la guerre existe depuis plus de 20 ans. Comment voulez-vous? Je sais que dans notre souci, dans mon souci, dans votre souci, dans les soucis des autorités qui nous dirigent, on aurait voulu qu'on commence aujourd'hui, que ça se termine demain, que nos frères et sœurs trouvent la paix à l'Est. C'est ça les soucis. Mais comment voulez-vous qu'on ait mis en place un état de siège, décrété un état de siège, et que ça se passe dans quelques mois, quelque chose qui a été, les gens s'étaient préparés, ils ont mis au monde là-bas les enfants, les petits-enfants, les ceci, ils se sont tellement bien préparés que c'est un peu dur. Comment voulez-vous que dans une année, par exemple, qu'on puisse mettre fin? On voulait tout ça. Mais nous croyons qu'il faudrait continuer. Le Parti travailliste, avec son président, trouve qu'il faudrait qu'on continue. Jusqu'au quand? Les résultats, vous êtes patienté, madame. Mais quand on a fait plus de 20 ans, on était impatients. On criait toujours, il faut qu'on mette fin à ça. À l'Est, il y a ceci. À l'Est, il y a cela. Mais non, aucun président n'a décrété un état de siège. Si ce n'est le président Tshisekedi. Non, ça se voit que c'est pas la solution miracle. Un instant. Non, ce n'est pas la solution miracle. C'est pas la solution miracle. Je suis en train d'arriver. Un instant. Quand il a décrété ça, vous avez suivi les médias étrangers l'attaquer de partout. Vous avez suivi. C'est peut-être parce que vous savez que en dehors de certains complices congolais, il y a des Occidentaux qui tirent les ficelles pour avoir nos minéraux. Ils ne vont pas facilement céder. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit carrément dire « Ah, vraiment, comme ça n'a pas marché, on croise les bras. » Non, on ne va pas croiser les bras.
Il faudrait changer de stratégie, il faudrait continuer et trouver d'autres solutions. Mais je crois que pour le moment, on doit d'abord marcher avec l'état de siège, madame. Madame... Madame, vous avez remarqué dernièrement, l'Amérique s'est retirée de l'Afghanistan. Une force, l'Amérique, c'est une grande force. Je peux dire que c'est le top des forces militaires au monde. Mais l'Amérique a échoué. Il a échoué après combien d'années? 20 ans, un peu comme nous. Mais voilà. On a des similitudes avec... Nous, on n'a pas décrété il y a 20 ans, madame. D'où il ne faudrait pas qu'on se décourage, madame. Il faudrait être patient, prier Dieu, entre-temps, continuer à se battre aux côtés de nos forces armées pour que nos frères et sœurs de l'Est qui n'ont rien fait trouvent la paix. Trouve la paix très rapidement, toujours dans le budget. Le Premier ministre Sama Lukonde dit le social, il sera vraiment au rendez-vous. Mais ça se dire 3 ans que l'actuel pouvoir est là, le social, c'est pas vraiment son point fort, hein? Jusque-là, non. On souhaite. Quand je dis l'actuel gouvernement, c'est plus l'actuel pouvoir. Je sais qu'il y a la volonté dans tout ça, mais la volonté peut-être ne suffira pas. Et je crois que nous conseillons au gouvernement de mettre en place tout ce qu'il faut pour améliorer le social de la population, tout simplement parce que n'est pas précédé avec des tâtonnements comme ce qu'on a connu dernièrement, passer à la télé et déclarer que les surgelés vont baisser et puis ça n'a pas baissé. Ça, c'est la faute du gouvernement. Ça, c'est mais avec les avions, c'est bon. Gouvernement. Alors, cette histoire-là, ça n'a pas marché. Il faudrait pas le faire. Je sais qu'ils ont commis l'erreur, mais je crois que cette erreur-là ne doit plus se répéter parce que nous, du FP23, nous devons avoir le discours en 2023. Jusqu'à présent, nous devons avoir le discours en 2023. Vous n'en avez pas encore? On en a déjà. Comme on en a une partie. Une partie. Ouais, on en a. Mais les sociales, c'est ce qui... Nous avons la gratuité de l'enseignement, madame, comme discours. Nous avons la gratuité de l'enseignement. Nous avons les contrôles, la perte, le respect de biens de l'État. On a récupéré combien de maisons de l'État, madame? Nous avons la peur aujourd'hui, comme notre président, le camarade Simbika a toujours dit, tous ceux qui sont au pouvoir, les ministres, les PDG, les CCI, doivent réfléchir par 2 fois quand il est nommé. Ils ne peuvent plus comme ça là s'aventurer de peur que l'IGF soit sur son dos. Nous avons un discours déjà, mais c'est le social qui compte beaucoup plus, vous voyez. Le social compte beaucoup plus. Nous savons que le chef de l'État a la volonté, mais que le gouvernement puisse emboîter le chef de l'État pour que le social puisse se réaliser, que ça soit vraiment qu'on trouve des solutions aux besoins de la population, madame. Voilà, Marielle Mbikaï, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va très rapidement terminer, on me dit que c'est la fin. Mais lorsque je vous ai demandé de m'envoyer quelques éléments sur vous, pour ma fiche de présentation, vous avez commencé par dire que vous êtes épouse et mère. Qu'est-ce que cette statue représente pour vous? Épouse et mère, ça représente après Dieu, c'est ça. C'est-à-dire, on peut me demander aujourd'hui d'abandonner mon travail, je vais abandonner pour rester épouse et mère. C'est pour moi. C'est-à-dire après Dieu. Mais comme on ne peut pas me le demander, mes enfants, mon mari me soutiennent dans le travail que je fais, ils sont fiers de moi, ce qui fait que c'est au travers d'eux que j'obtiens la force de me battre, de faire la politique. C'est pratiquement mon mari qui est mon coach. C'est à partir de ces différentes arrestations que j'ai eu la force de faire la politique. Je me suis dit non, on doit se battre parce que je vois que la discrimination et l'injustice bat son record, ça fait des années. Et c'est un peu ça, madame. Non, on peut se parler de votre mari, Steve Mbikaï. Vous étiez sa remplaçante quand même au Parlement, et puis vous êtes administratrice, directrice financière de Cartesia. Là, je fais un peu la pub, hein, un peu. Non, mais bien. Mais bon, et après, on se dit, mais les Mbikaï travaillent en famille, hein.
C'est plus sûr, c'est plus rassurant. Le problème, ce n'est pas seulement rassurant, oui, de toute façon, et on voit pas seulement la famille, mais on voit la compétence aussi, madame. Je crois que, par exemple, pour l'Assemblée, parce qu'on devait en parler, hein, mais c'est tard. Non, on peut grignoter quelques minutes. C'est vraiment lamentable pour que les gens... Moi, j'ai toujours dit, si Hillary Clinton n'était pas épouse à Bill Clinton, peut-être il ne serait pas candidate présidente de la République. Pourquoi apprécier Michelle Obama? Pourquoi ne pas apprécier Madame Marielle Mikaï? Quand bien même vous savez qu'elle peut... Je ne peux pas me vanter. Peut-être que je suis un peu compétente. J'ai des capacités pour ça. J'ai des ambitions politiques. Madame, j'étais élue en 2011. On m'avait écarté. Je n'ai pas voulu aller à la Cour suprême, madame. Donc, si les gens peuvent s'hasarder à penser que si peut-être leurs épouses, leurs enfants ont des ambitions de faire peut-être le commerce, de travailler dans des entreprises, c'est normal, c'est leur choix. Mais qui nous laisse, nous autres, qui avons des ambitions politiques, de faire la politique et dans le parti où il y a un président, mon mari, parce qu'au travers du monde, aucune femme ne peut s'opposer à son mari et aller... Hillary Clinton ne peut pas aller être des républicains pendant que son mari est non, ça ne se passe pas. Donc, comme bref, ça. C'est pas la République. Moi, je me dis, ce n'est pas, il y a un problème et un peu de jalousie. Il y a un peu un problème de jalousie. Alors, moi, je comprends les jaloux parce qu'ils doivent jouer les rôles. Ils doivent jouer les rôles. Mais moi, je voulais avoir quelqu'un en face de moi et avec peut-être je n'aurai pas le temps, je ne sais pas, avec lequel je vais échanger pour qu'il me fasse voir pourquoi on encadre. On peut placer tout le monde et proposer tout le monde sur un poste. Pourquoi pas son fils ou son épouse ou son mari? Alors, c'est un défi ou quoi? Sinon, on lance un défi. Mais sinon, on peut organiser un débat sur ça. Moi, je suis partante. Top Congo est là. Pourquoi on ne peut pas placer une femme, un enfant dans un poste, le positionner pendant qu'il mérite. S'il est compétent. Bah oui, il faut qu'on en parle. Peut-être c'est le sujet de notre prochain débat. Ça mérite qu'on puisse en parler, peut-être parce qu'il y a beaucoup de langues, peut-être mauvaises langues. Vous n'avez pas parlé d'engagement des femmes. Je voulais finir avec ça, votre dernière question. Très rapidement, c'est vrai que mon chef, un peu, Miguel Mena, va me tuer. Non, comme c'est la première fois, il va supporter. Très rapidement, parce que vous êtes une femme, on voit votre engagement. C'est pas seulement parce que vous êtes femme d'un politique que vous êtes engagée en politique. Non, j'ai commencé la politique depuis l'université, madame. Et j'ai commencé la politique depuis l'université. J'étais parmi les gens qui se battaient. Je n'aime pas la discrimination. Je n'aime pas l'injustice. Ça me révolte, ça me fait mal. Alors c'est pour cela qu'on s'est dit que pour qu'on puisse trouver des solutions à ça, il faut faire la politique. Parce que c'est là où les décisions sont prises. Comme ça, on va contribuer à ce que ceux qui subissent en silence des discriminations et de l'injustice puissent trouver des solutions à leurs problèmes, bien sûr. Les femmes sont réticentes, c'est ça le problème. Les Congolaises, elles ont du mal. Je ne pense pas, madame. Je ne pense pas parce qu'au travers du monde, si vous comptabilisez les nombres de femmes, que ce soit en France, que ce soit mais ici, dans les vieilles démocraties, ils sont toujours moins nombreuses en politique. Alors, ici au pays, ils sont plus dans les commerces. Ils battent les records pratiquement, à mon sens. Ça, c'est mon point de vue. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent non, les femmes doivent mériter. Quand c'est les hommes, ils ne doivent pas mériter. Quand c'est les femmes, ils doivent mériter. Non, ça signifie quoi? Les femmes sont nombreuses à l'Assemblée nationale. C'est déjà quelque chose. Moi, je les encourage. Ils ont battu campagne, ils ont été élus malgré qu'ils étaient femmes. Ils n'étaient pas seulement élus par les femmes, madame. Ils étaient aussi élus par les hommes. Parce qu'elles ont convaincu les hommes. Je crois que jusque-là, c'est mieux. On a connu les femmes vice-premières ministres, on a connu des femmes, on a une femme à la Banque centrale, c'est normal. C'est normal. Moi, je trouve que c'est à encourager. Jusqu'ici, les femmes ils se battent assez bien.
Voilà, c'est par cette note d'espoir que nous mettons un terme à cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir. 30 secondes pour le mot de la fin. C'est moi, je salue tout le monde de Top Congo. Je suis Top Congo tous les jours dans ma voiture. Et sauf que j'ai déjà envoyé 2 fois la question au débat. On n'a pas lu ma question. Et le message est passé, je regarde. Okay. On n'a pas lu ma question. Mais j'ai remplacé Top Congo par RFI. Loin de moi l'envie de faire la pub. Vous avez remplacé RFI par Top Congo. RFI, voilà. RFI par Top Congo. Je me dis, comme nationaliste, je dois suivre ce qui se passe dans mon pays pour que je sache qu'est-ce qu'il faut faire le lendemain. Je crois que j'encourage Top Congo à faire ce bon travail qu'il fait, et je salue tous ceux qui dirigent Top Congo, quand bien même parfois il y a un peu de dérapage. Oh, il ne dérapage pas, je pense pas, on essaie de mettre souvent Ah, mais le coup, là, vous l'avez réservé à la fin. Mais je crois qu'on essaye vraiment de faire du mieux que l'on peut. On travaille très bien. Avec toute l'équipe pilotée par Christian Lussakweno, les 00001, Thierry. Merci à Miguel Mena, notre chef au niveau de l'équipe technique. D'ailleurs, c'est lui qui a conduit l'équipe technique d'aujourd'hui. Danisa Ayobi, Patrick Mungongo, Didi Bintika. Merci à vous. Un clin d'œil aussi à la députée nationale, Christelle Vouanga, qui a fait un discours très magistral au 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. C'était en France devant Robert Badinter, qui est un peu le père. C'est-à-dire qu'il y a des femmes donc, c'était un standing ovation. Vous êtes une autre fierté. Et on est fiers de vous. Merci aux auditeurs, aux téléspectateurs de Top Congo. On s'est dit au revoir. À très très bientôt pour un tout nouveau numéro de votre émission de débat au féminin. Surtout n'oubliez pas, ça se passe entre femmes, mais ça n'a rien de sexiste. Non-programmation de la loi dite Chani au niveau de l'Assemblée nationale, blocage au niveau de l'entérinement de nouveaux membres de la CENI, problématique des membres de famille comme suppléants dans les assemblées provinciales et nationales. Le débat au féminin reçoit ce samedi, 13h30, après les infos, honorable Marielle Mbikai, politologue au cadre au sein du Parti travailliste, ADF à l'école Le Cartésien. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM.